Voilà, tout le monde est prêt autour de la table. Je vous dis le micro bien près de la bouche de façon à ce qu'on vous entende. Et tu me dis. Parfait. Ça va, vous êtes dans les temps? Vous avez des rendez-vous après ou pas? Non, c'est bon? Oui. Ah. Vous avez jusqu'à quelle heure? 10h05. Ok. Allez, on est encore dans les temps. Salut les amis. Oui? Tu me fais un décompte? Salut à toutes et à tous, vous nous rejoignez ici même sur les réseaux et sur le Salon de l'Agriculture, édition 2025. Nous allons parler maintenant de la restauration de l'agriculture et des territoires. Comment concilier qualité, plaisir, santé et durabilité? Pour y répondre, autour de cette table, je me retrouve avec Pierre Prigent pour le WWF, responsable programme agriculture et alimentation. Vous êtes aux côtés de Philippe Lapouge, qu'on le connaît, bien sûr. Est-ce qu'il y a besoin à nouveau de le représenter? Responsable restauration à l'AS Descartes et administrateur Restoco. Nous avons le plaisir également de nous retrouver avec Élise Grandidier pour Tour des Terroirs. Vous allez nous rappeler ce que sont Tour des Terroirs. À côté de vous, il y a Daniel Nero pour Idéalim et vous êtes responsable notamment du CGA2ER. C'est bien ça, vous nous rappellerez ce que c'est. Nous continuons ensuite avec Mirana Robinson, qui est professionnelle de santé. Ça nous fait plaisir de te revoir. Et puis, nous avons, pour terminer, monsieur David Briand. C'est bien ça, pour le CHU Poitiers. Alors, la première question, elle va être pour Élise Grandidier. Tour des Terroirs, rappelez-nous ce qu'est Tour des Terroirs, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Élise, la fondatrice de l'association Le Tour des Terroirs, qui est une association qui valorise et fédère les acteurs du bien manger. Aujourd'hui, on réunit un peu plus de 650 chefs, producteurs, artisans, qui ont tous comme point commun d'être soucieux de qualité et de bonnes pratiques. Et l'idée, c'est de réaliser un maximum d'événements partout en France pour créer du lien humain et développer aussi les échanges entre les chefs et les producteurs engagés. Donc on organise tous les mois dans différentes régions de France des journées terroirs où on va découvrir des savoir-faire agricoles, accompagnés d'une centaine de chefs et de producteurs, où on va enchaîner sur un apéro terroir avec chaque producteur, chaque chef qui ramène leur spécialité, qui cuisine ensemble, qui échange sur différentes thématiques autour de la réalité et de ce qui se passe aussi dans les conditions agricoles et gastronomiques. Et à côté de ça, on fait aussi des événements d'envergure nationale, comme le Festival des Terroirs, où on accueille un peu plus de 10 000 visiteurs sur 3 jours pour faire 3 jours de fête autour du bien manger, du bien boire. Ça se passe à Lyon les 11, 12 et 13 avril prochains. Merci beaucoup. Alors, on l'a bien compris, vous faites en sorte de promouvoir les circuits courts. Quels sont justement les principaux leviers pour valoriser ces circuits courts? Déjà, il y a la sensibilisation. Donc, on va justement faire tout ce travail de sensibilisation des consommateurs, mais aussi des professionnels. Donc, ça passe justement par des journées de découverte où on va essayer d'aller comprendre les bonnes pratiques, les savoir-faire des agriculteurs dans différentes
catégorie justement d'artisanat et d'agriculture. Et on va également, typiquement sur le Festival des terroirs, créer des ateliers de sensibilisation où on invite des agriculteurs et des producteurs à venir parler de leur métier, de leur savoir-faire. On va appliquer également, par exemple, des ateliers pour transmettre le savoir-faire aux consommateurs, réaliser des tables rondes, des démonstrations culinaires, pour vraiment l'idée aussi de passer par la gastronomie pour essayer de valoriser toute cette filière agricole. Merci beaucoup. On va passer à David Briand pour le CHU de Poitiers. On le sait, vous avez une grande expérience dans la restauration hospitalière où l'enjeu de la santé, bien sûr, est au cœur des préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous partager des initiatives concrètes que vous avez mises en place au CHU de Poitiers pour améliorer justement la qualité des repas tout en répondant aux enjeux de santé et de durabilité? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. C'est assez rare de parler de la restauration collective hospitalière, en sachant qu'on essaye de casser un peu cette mauvaise image de nourriture aseptisée. Je pense que le premier mot ou le maître mot, c'est vraiment la mutualisation. C'est-à-dire que toutes les idées sont là, ça ne sert à rien d'être très, très créatif. Des sujets, des démarches, on est sur Poitiers et sur la Vienne, à l'aube d'une démarche collective avec les Crous et Grand Poitiers, et où j'ai eu la chance de travailler avec Grégory Houssine et puis Sylvestre Nivet. On a mis en place un achat commun, un groupement d'achat, qui va ouvrir le jour là, qui ouvre au 1er mars et qui réunit 35 lots. Et grâce à ça et à l'expertise aussi du consultant Itera, on a fait un benchmark et on a maintenant aujourd'hui la possibilité d'avoir du poisson frais, des produits donc labellisés bleu blanc cœur, comme le lapin l'œil Épirio, du miel local, des pâtisseries locales. Voilà, c'est hyper important pour nous, pour pouvoir soigner et puis pour pouvoir, oui, j'ose le dire, garder du plaisir à table, même dans sa chambre d'hôpital. C'est très important, on imagine. Mirana, toi qui es professionnelle de santé, Bleu Blanc Cœur, tu connais très bien. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es ambassadrice Bleu Blanc Cœur? Bonjour à tous, ça fait bien 4 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement des impacts à long terme des initiatives de santé pour les patients, le fait de manger notamment en Bleu Blanc Cœur? Tout à fait. Donc les impacts au long cours, ça va être la réduction de la prévalence des maladies métaboliques. Par exemple, réduction du diabète. Le fait d'introduire des produits bleu blanc cœur, on va enrichir son alimentation en oméga 3. Donc forcément, réduction des maladies cardiovasculaires, amélioration du sommeil aussi, impact aussi très positif sur tout le système neuronal. Donc au final, tout ce que vous allez mettre en œuvre va pouvoir améliorer la santé de chacun, enfin de vos patients certainement, et de tout un chacun. Merci. Alors, je te laisse passer le micro à Daniel Nero. Vous êtes conseiller général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous rappeler ce que vous faites exactement? Alors, il faut que je prenne un petit peu de recul de 30 ans. Je suis en fait, j'appartiens aux institutions de santé publique. Très bien. Et le CGAER est une institution publique. J'y étais il y a 6 mois encore inspecteur général. Très bien. Je dirige maintenant un organisme scientifique et technique qui s'appelle Idéalim. Idéalim, c'est bien ça. Idéalim, c'est ce qu'on entend qui est important. Oui. C'est que le but d'Idéalim, c'est que chacun ait une certaine idée de son acte alimentaire, de son alimentation. Donc je travaille pour le bien commun et pour faire en sorte que chacun ait suffisamment de recul pour savoir ce qu'il fait. Alors, en 2 mots, mon souci, c'est la relation entre l'alimentation et la santé. Très bien. C'est depuis 30 ans ce sujet-là, et j'y ai ajouté une patte, une dimension, qui est celle finalement des relations entre l'alimentation et la protection de l'environnement, et finalement les impacts environnementaux de l'alimentation. Voilà. Très bien. Alors pour vous, c'est quoi un bon aliment justement? Alors un bon aliment, depuis une quinzaine d'années, on pense que c'est un aliment qui est bien noté, qui a un Nutri-Score favorable, qui a un éco-score favorable, etc. En réalité, moi je promeus l'idée que c'est bien, mais ça n'est pas totalement suffisant. On ne mange jamais un seul aliment. Et en réalité, ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas, c'est la totalité du régime alimentaire. Si, c'est pas grave de manger un aliment mal noté. Bien sûr. Et puis quand vous êtes consommateur, vous êtes confronté avec cette multiplication des scores,
a un excellent Nutri-Score et potentiellement un mauvais Éco-Score. Éventuellement un mauvais Rémunéra-Score. Et comment vous faites pour arbitrer? Vous êtes dans une situation où vous êtes finalement laissé à vos propres arbitrages. Ça, c'était bien pour démarrer, mais il y a une autre approche. Un bon aliment ne peut pas se considérer isolément. Ce qui compte, ce qui est durable ou ce qui ne l'est pas, c'est le régime alimentaire pris dans son ensemble. Et je vais peut-être vous surprendre, mais ce qui est grave, ce n'est pas de manger un aliment de temps en temps trop sucré, trop salé. On mange tous du jambon et de la confiture. Et en réalité, ils ont été sucrés ou salés pour pouvoir les conserver. Donc il y a des milliers d'années qu'on en mange. Mais en réalité, le drame du moment, c'est que sans le savoir, quand on va dans un supermarché ou ailleurs, on loupe des catégories entières d'aliments. Personne n'est là pour vous alerter quand vous ratez quelque chose qui est important pour vous. Et ce que je voudrais développer, c'est le fait de dire, finalement, attachons-nous une seconde aux grands oubliés des régimes alimentaires. Les fruits et légumes, quelquefois la viande rouge. Quand on est une jeune fille, on a besoin de manger de la viande rouge pour éviter les carences en fer et minique. Et en fait, ce que je promeus, c'est une approche nouvelle de l'alimentation qui dirait qu'un bon aliment est celui qui vous apporte les nutriments dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, avec un sens normal de la modération. En fait, chaque aliment, chacun doit savoir à quelle fréquence il doit le consommer et en réalité, quelle quantité il doit consommer, quelle est la taille de la portion adéquate chaque fois qu'il en mange. Honnêtement, on n'est pas obligé de manger tout un saucisson. Tout à fait. Moi, j'adore le saucisson, je ne le mange pas à chaque fois que j'en mange. Et quelques rondelles peuvent suffire pour mon plaisir. Dernier point, on oublie toujours que finalement, l'alimentation et la nutrition, ce ne sont pas que des nutriments qu'il faut aborder. Moi, j'aime revenir à la définition, finalement, de l'OMS de la santé. La santé, c'est un état de bien-être physique et mental. Moi, je peux vous assurer que l'alimentation contribue à mon bien-être mental. Et je ne suis pas le seul. Donc, ça veut dire que la dimension du plaisir est totalement capitale à chaque fois qu'on mange. Essayez donc de dire à quelqu'un, mange donc ce que tu n'aimes pas. Mange donc ce qui te dégoûte. Mange donc vous n'y arrivez pas. On a tous un rapport singulier à l'alimentation qui fait qu'on a des préférences et on les satisfait aussi souvent qu'on le peut. Donc il faut valoriser le plaisir alimentaire et apprendre aux gens à s'en détacher un peu. Merci beaucoup Daniel pour toutes ces explications. On va laisser la parole à Pierre maintenant parce que vous allez certainement rebondir sur ce que vient de dire Daniel. Comment appréhendez-vous justement cette définition qu'il vient de nous faire Daniel? Moi, je vais être 100% d'accord avec ce que vous avez dit. La notion de régime alimentaire, nous, on base toute notre activité et les messages qu'on porte sur cette notion-là. J'ai les mêmes exemples que vous. Quand j'achète du lait entier. Quand j'achète du beurre salé. Mais ça ne fait pas mon repas. Donc, la notion de régime, elle est fondamentale. La notion d'équilibre, elle est fondamentale. La compréhension de l'apport des différents aliments, elle est fondamentale aussi. Et de ce point de vue-là, on a culturellement aussi nos propres défauts historiques, comme d'autres cultures les ont. Mais on a certainement mal nommé certains aliments, comme les légumineuses. On n'a certainement pas assez fait la différence entre un féculent et un légume qui n'est pas un féculent. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'effectivement, il faut retrouver le sens de la diversité, le sens de l'équilibre, le sens de la dose, le sens de la fréquence. Et que je suis peut-être le moins scientifique parmi vous, j'en sais rien, mais en tout cas moins scientifique que madame, peut-être moins scientifique que monsieur dans son rapport au repas hospitalier. Mais moi, effectivement, les messages que je porte, je m'adresse au grand public et j'ai envie de dire, c'est pas si compliqué que ça. C'est la bonne dose de la diversité, savoir que la viande blanche, c'est pas la viande rouge, un féculent, c'est pas un haricot vert et qu'une légumineuse, c'est pas un légume. Et après, une fois qu'on sait les apports de chacun, on compose, mais effectivement, la notion de régime, elle est fondamentale. Et je vois que vous sauriez déjà, alors j'ai peut-être dit des grosses bêtises, mais vous allez apporter la nuance. Mais donc oui, là, je souscris à 100% à ce qui a été dit juste avant moi. En parlant notamment de la boussole nutritionnelle également. Alors, la boussole nutritionnelle, elle est importante. Nous, on en parle, mais c'est vrai que moi, je ne suis pas nutritionniste et on n'attend pas forcément du WWF un message très sophistiqué sur la nutrition. La réalité, c'est que quand on porte des messages, par exemple, sur l'évolution des régimes alimentaires qu'on souhaite ou
Nous, on a un credo, par exemple, quand on parle des régimes alimentaires, on parle du moins et mieux de viande. Moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité. Et effectivement, la façon dont on va être critiqué, mais c'est avez-vous vérifié qu'au plan nutritionnel, moins de viande, ça passe. Et donc là, effectivement, on est obligé de parler de nutrition et on se rapproche des nutritionnistes, de l'INRAE, effectivement, et on montre que oui, ça passe. On en mange 2 fois trop, donc oui, ça passe. Mais peut-être que le principal apport de la nutrition vis-à-vis du grand public, c'est d'avoir été accoutumé à la lecture du Nutri-Score. Je ne dis pas qu'il est parfait, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a un réflexe qui a été ancré et qui ouvre la porte à beaucoup de choses positives dans la compréhension d'un produit, la lecture du packaging et d'une étiquette. Et d'un point de vue esthétique et visuel, je pense que ce qu'a réussi le Nutri-Score est un premier pas pour appréhender tout un tas de sujets. Vous avez parlé d'EcoScore, on en reparlera plus tard. Mais peut-être qu'un des apports fondamentaux de l'arrivée de la nutrition d'un point de vue clair, synthétique et très visuel sur le packaging, c'est peut-être le plus grand progrès en fait. La première pierre qui vient compenser la dégradation nutritionnelle qu'on a connue par ailleurs. Mais je pense que voilà, des réflexes comme ça, on doit les reconnaître et capitaliser dessus. Oui, tout à fait. Merci Pierre. Miranda, tu voulais dire quelque chose par rapport à ce que Pierre vient de dire avant qu'on laisse la parole à nouveau à Daniel. Je confirme, effectivement, messieurs. Donc, je ne vais pas redire ce que vous venez de dire, c'était parfait. Après, effectivement, oui, l'équilibre nutritionnel, on se bat en tant que diététicien nutritionniste depuis tant d'années à essayer de promouvoir cette culture de la nutrition saine, mais saine et gourmande. Après, en argument, effectivement, là, on fera peut-être des choix au niveau de tout ce qui va être circuit court, local. Donc, on rajoute encore d'autres arguments par rapport à tout ce que vous venez de dire. Donc, bien sûr, pour réduire l'impact écologique dans l'esprit éco-score, etc. Et puis, la saisonnalité aussi, on n'en a pas parlé. Donc, la saisonnalité est très importante pour nous d'un point de vue nutritionnel. Pourquoi ? Parce que les fruits et légumes de saison seront beaucoup plus riches en nutriments, donc beaucoup plus riches en vitamines et minéraux que lorsqu'on les consomme hors saison. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des arguments qu'on ne dit pas assez et sur lesquels il faudrait effectivement un petit peu plus insister. Et oui, Daniel, justement, pourquoi est-il crucial justement d'éduquer les consommateurs aux qualités nutritionnelles ? Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais ils ne peuvent pas le percevoir par eux-mêmes. Quand vous avez un certain mode de production comme Bleu Blanc Cœur, désolé, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Et en réalité, un consommateur a un pouvoir de discernement sur la couleur d'une pomme. Il est capable de vous dire s'il préfère la pomme verte ou la pomme rouge. Tout à fait. Mais quand vous lui dites « j'ai fait un itinéraire technique qui a modifié la composition », il est obligé de vous croire, parce qu'il n'est pas expert et parce qu'il ne peut pas le vérifier par lui-même. Il n'a aucun moyen de le vérifier. Et si vous ne lui donnez pas les clés de compréhension pour interpréter les efforts faits par les professions, il n'y a aucune chance qu'il accorde du crédit à tout ça. Donc, la première nécessité, c'est finalement... Il y en a 2 ou 3 quand même, je voudrais revenir... Allez-y. Mais la première, c'est parce que les caractéristiques substantielles des aliments ne se voient pas. Donc, il va bien falloir que vous appreniez quand même quel est l'intérêt de manger des oméga 3, quel est l'intérêt de manger des fibres, etc. etc. Si on ne vous l'a jamais dit, si on ne vous l'a jamais enseigné, vous n'avez aucune chance de le faire parce que vous n'avez aucune chance d'avoir compris le bénéfice que vous pourriez en tirer. Première raison. La deuxième raison, c'est que moi, vous voyez, j'appartiens à une génération où on a grandi où j'ai grandi à 3 générations sous le même toit. Et donc, moi, finalement, j'ai appris à cuisiner en regardant ma grand-mère. Tout à fait. Et le seul ennui, c'est que les modes de vie ont évolué. Et aujourd'hui, se faire un œuf au plat devient compliqué pour 80% de la population. Donc, quand on perd la pratique culinaire, on perd tout, et y compris la connaissance des vertus de consommer tel ou tel type d'aliment. Deuxième raison d'apprendre quelque chose sur l'aliment. J'ajoute que ce n'est pas totalement un apprentissage théorique. Si je vous ai dit que j'avais regardé ma grand-mère et que j'adore cuisiner, c'est qu'elle m'a donné une certaine pratique. Et la déperdition en ligne, générationnelle, des pratiques culinaires est un vrai problème. Je pense qu'il faut la reconstruire. Il y a des tas d'initiatives qui existent. Et en réalité, moi qui suis plutôt du côté institutionnel, j'ai peur qu'elles échouent. Je crois que ça ne se fait pas en tapant dans les mains d'introduire quelque chose de nouveau dans les programmes scolaires. Il y a 3 étapes, je vais les dire brièvement. La première, c'est que l'institution
l'instruction publique, soit d'accord sur le fait qu'il y a bien un socle commun de connaissances. Est-ce qu'il faut savoir quelque chose pour parler comme tout le monde, pour se nourrir correctement? Première idée. Deuxième idée, s'il y a des savoirs fondamentaux, comme par exemple savoir écrire, compter, lire, etc., est-ce que pour autant, il y a des connaissances communes à avoir pour déambuler ici, au Salon de l'Agriculture, dans un supermarché ou en restauration scolaire ou ailleurs? Est-ce que je dois savoir quelque chose? Si oui, est-ce que l'école a quelque chose à m'enseigner? Et enfin, si c'est oui à toutes ces questions, il faut que le Comité national des programmes scolaires travaille, construise des programmes scolaires, des processus d'évaluation des acquis, etc., etc. C'est un long chemin, il est généralement raté. Et moi, la connaissance que je peux avoir de l'institution fait que je suis évidemment à disposition, et je vais d'ailleurs mettre en groupe, dans le cadre d'Idéalim, très vite, un groupe de travail pour formaliser à la fois les savoirs fondamentaux, le socle commun de connaissances et éventuellement des programmes. Voilà, et pour votre information, sachez que dimanche dernier a été ouverte la communauté des enfants chez Bleu Blanc Cœur et que nous souhaitons justement mener des actions d'éducation au bien manger. Excellente pour les initiative. enfants. Voilà. Voilà, c'est important de le repréciser. Pierre, on va vous laisser à nouveau la parole. La biodiversité est un élément clé pour une agriculture durable. Comment la restauration collective peut-elle devenir un levier pour encourager des pratiques agricoles favorisant la biodiversité? Première partie de la phrase, oui, évidemment. La biodiversité est fondamentale. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'ai un petit pins quand même qui m'oblige un petit peu et j'y crois évidemment beaucoup. Nous, c'est par ces sujets-là qu'on est arrivé historiquement sur les questions agricoles et alimentaires. Hein. C'est parce qu'on s'est intéressé à la déforestation au Brésil, par exemple, le lien avec le soja, donc l'élevage européen, donc la nutrition des animaux. Et après, effectivement, la biodiversité, là je vous parle de dégâts sur la biodiversité à l'étranger via notre élevage européen, mais ils sont les mêmes dans nos géographies. Donc nous, la biodiversité est notre boussole numéro 1. Effectivement, on a tous nos sensibilités à ce qui se passe, le climat, la biodiversité, la rémunération des éleveurs, etc. Pour moi, le péril numéro 1, c'est la chute de la biodiversité. Voilà. C'est ma hiérarchie, je demande à personne de l'avaliser de fait, mais c'est ma hiérarchie à moi. Et effectivement, on a commencé à parler d'éco-score. On pourrait parler du Planet Score, ou en tout cas des scores environnementaux qui effectivement vont capitaliser sur le Nutri-Score pour passer des messages sur les modes de production. Et on a des éco-scores qui vont distinguer par exemple l'effet sur le climat, l'utilisation des pesticides, la préservation de la biodiversité. Vous allez me dire, il y a un lien entre pesticides et biodiversité. Oui, mais la biodiversité n'est pas atteinte que par les pesticides, il y a la perte d'habitat, donc voilà pourquoi c'est distingué. Et donc effectivement, nous on croit beaucoup à ça. Et le lien avec la restauration collective, pourquoi il est important? Je parle là aussi sous votre contrôle, mais parce que par exemple, c'est des repas entre guillemets captifs. Quand on va à l'école, le midi, le déjeuner, on est dans une restauration collective. Quand on est un établissement public, on va à la cantine le midi et on va à la cantine de son entité, de sa structure. Quand on est dans tous les établissements du secteur de la santé, par exemple, on a aussi des repas qu'on peut qualifier de captifs. Je ne sais pas si le terme est le plus approprié. J'espère qu'il n'est pas trop péjoratif. A priori, Philippe Labouge. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais on sait très bien que on entend, et c'est vrai, je pense que, par exemple, le repas à l'école, pour beaucoup d'enfants, c'est le seul repas diversifié, potentiellement chaud et un peu construit de la journée. Donc si on ne capitalise pas sur ce repas-là, qui est potentiellement le seul repas qui est capable d'atteindre une qualité nutritionnelle, une qualité en termes de mode de production, et c'est le repas de la journée, en fait, le plus complet et le plus, le plus durable, eh ben, on passe à côté du sujet. Et en plus, on ajoute une dimension, si on est dans le milieu scolaire, il y a la dimension éducative, donc c'est un repas captif, en plus on est sur un public jeune et on peut faire une pédagogie autour. Si on est dans le domaine de la santé, potentiellement c'est un public plus âgé, mais qui a des besoins nutritionnels spécifiques. Il ne s'agit peut-être pas forcément d'éduquer, on pourrait se dire si je suis un peu, je dirais c'est trop tard, j'en sais rien, mais voilà, mais en tout cas,
il y a une occasion de réfléchir à quelque chose. Et le dernier point peut-être, c'est que c'est des repas subventionnés. C'est des repas subventionnés notamment par la collectivité, directement, indirectement. Il y a des impôts locaux, il y a différents frais qui font que c'est des repas subventionnés. Et en réalité, c'est important de reconnaître que la société doit subventionner un bon repas dans la restauration collective, parce qu'en fait, ce bon repas, il ne coûte pas du tout le prix qui est son prix facial tel qu'on le connaît quand on paye 2,80 € en restauration, parce qu'il y a la subvention de l'entreprise, la subvention de la collectivité, les impôts locaux, etc. Et comme tout ça coûte cher, on ne va pas se mentir, Bleu Blanc Cœur a certainement un prix, la transition agroécologique, elle va coûter très, je pourrais dire 15 fois très, très cher. Et bien en fait, on a là aussi une capacité à aller tester, en gros, le coût réel d'un repas qui respecterait la biodiversité et la capacité de la société à le prendre en charge et voir, entre guillemets, est-ce que c'est douloureux ou pas. Et en réalité, on va montrer que c'est possible. Mais donc voilà pourquoi la restauration collective a énormément d'avantages sur le thème alimentation, biodiversité, mais environnement en général. Tout à fait. D'ailleurs, Philippe Lapouche, tu vas prendre le micro. La santé et la durabilité, forcément, sont des objectifs forts au sein de la restauration collective. Quels sont les principaux défis que vous devez relever et quelles sont les initiatives mises en place pour relever ces défis? Oui, bonjour, bonjour à tous. En premier lieu, donc Restauco, que je représente ici, je suis référent Île-de-France Restauco, regroupe l'ensemble des secteurs et des métiers de la restauration collective en gestion directe. Et au sein de Restauco, donc, on est très heureux de pouvoir animer 20 000 membres qui sont représentés autour de 14 organisations professionnelles, dont par exemple l'UDIR, les ingénieurs de restauration hospitalière que représente David. Donc chacun amène évidemment son expertise pour nous faire comprendre au sein du collectif, nous faire comprendre toutes les difficultés, s'il y en a, ou ce qu'ils peuvent nous apporter sur la connaissance de leur secteur dans les 60% que nous représentons, la restauration collective, aujourd'hui en gestion directe, c'est 60% du dispositif. Donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et ce qui est très important, c'est notre point commun à tous en restauration collective, c'est vraiment d'apporter un repas chaud à chacun où il se trouve, donc l'ensemble de tous les secteurs dont tu as parlé, qu'ils soient variés, qualité, durable, et surtout qu'il apporte les besoins nécessaires nutritionnels à chacun. Et derrière, je rajouterais que ce qui est forcément indispensable, c'est le réconfort, puisque le réconfort, c'est aussi un élément essentiel du ressenti d'un bon repas. Et pour rebondir, mais je redirai quand même ce qui a été dit, c'est vrai qu'en restauration collective, aujourd'hui, on travaille sur l'équilibre nutritionnel, sur l'équilibre de la qualité du repas, parce que pour bien d'entre eux, c'est le seul repas équilibré de la journée, et c'est très important, et on s'y attache énormément. Le défi aujourd'hui, parce que je ne dis pas les défis, mais le défi, c'est notre quotidien. Tous les jours au quotidien, c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut qu'on apporte cette valeur dans le repas. Et cette valeur, évidemment, il faut l'équilibrer. On l'équilibre évidemment entre le plaisir et la santé, puisque l'élément santé est primordial, entre la durabilité, la santé et aussi l'accessibilité financière, puisqu'on a vu qu'un repas, ça coûte. Ce n'est pas uniquement le coût dans l'assiette, c'est aussi l'ensemble du fonctionnement du repas, qui est en grande partie 70% public et subventionné. On a de la restauration privée aussi qui existe, mais quelque part, c'est vrai que tout le monde contribue au financement. Ce défi-là, c'est donc je disais le quotidien, c'est vraiment le plus important, c'est d'y répondre tous les jours. Les initiatives, eh bien, c'est tout le panel qui nous représente en restauration collective, c'est les bonnes pratiques que chacun a pu amener. Aujourd'hui, on est sur les déclarations Ma Cantine de 2023, on est à 47% de durabilité des produits alimentaires pour le scolaire, par exemple. Même si l'hospitalier et le médico-social représentent 50%, il faut le savoir, quand même 50% des repas en restauration collective. Le scolaire, c'est 36%. Et ces bonnes pratiques, évidemment, on les a attachées pour faire des économies, puisque l'État nous donne une injonction par la loi, et nos prescripteurs, nos collectivités, ne sont peut-être pas forcément au rendez-vous
pour y associer des besoins, du financement, je dirais. Alors, il n'y a pas que du financement, mais des moyens. Dans les moyens, nous pouvons avoir donc le financier, mais aussi la formation, puisqu'on a des cuisiniers qu'il faut aujourd'hui apprendre à former, à travailler sur des produits bleu blanc cœur, par exemple, sur des produits bio, donc on ne travaille pas du tout comme des produits conventionnels, et aussi sur le matériel, puisque avec les bonnes pratiques, on a travaillé donc sur le gaspillage, la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est le primordial, c'est le premier levier qui va nous apporter un peu de financement complémentaire pour acheter plus durable et plus de qualité pour mettre dans l'assiette. Et après, derrière, je parlais du matériel, c'est aussi travailler sur des matériels performants de cuisson, où on va avoir des rendements beaucoup plus intéressants, ce qui va nous faire évidemment une économie sur l'énergie, par exemple. Donc voilà, l'initiative, chacun y contribue, hein, David est là. Donc on avait, donc je voulais parler du... Oui, pour rebondir, a priori à titre plus personnel quand même et plus opérationnel, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as mis en œuvre, notamment chaque jour au niveau de ton restaurant AS Descartes? Alors je suis aujourd'hui directeur d'un restaurant administratif, celui du ministère de l'Enseignement supérieur, donc AS Descartes, qui est une association. Beaucoup de restaurants beaucoup de ministères qui sont en gestion directe passent par une association. Donc depuis 2018, moi je suis arrivé en 2021, mais depuis 2018, donc on part de loin chez AS Descartes. On s'est appuyé sur un autre restaurant administratif, celui du ministère de l'Agriculture, avec un parrain qu'on pourrait nommer comme ça, donc Emmanuel Picard, hein, qui a été ambassadeur bleu blanc cœur, et qui nous a aidés à mettre en place toute une politique alimentaire dans les achats et surtout dans l'organisation nutritionnelle des menus. Moi, j'ai mis en place le plan alimentaire de diversification des protéines, ce qui est très important aujourd'hui pour commencer à travailler le b.a.-ba d'inclure dans nos recettes des produits durables et de qualité. Et après, avec l'approvisionnement, donc on a commencé, donc j'ai un chef d'exploitation qui lui va travailler sur le sourcing. On a pris évidemment au départ les fournisseurs, donc notamment Bleu Blanc Cœur du ministère de l'Agriculture, donc pour nous aider, pour démarrer, se mettre un pied à l'étrier. Et aujourd'hui, ce que je propose moi tous les jours, c'est 4 plats chauds. Oui. Donc on a tous les jours une viande, un poisson, un plat végétarien et une grillade qui change tous les jours. Donc à la proposition, et je fais la proposition des convives. Et je fais tous les jours 700 couverts. Donc voilà, je pense qu'au travers de ce qu'on mène, comme par exemple des animations, récemment on a fait des animations, donc Bleu Blanc Cœur, on fait venir nos fournisseurs. Et les convives sont très attentifs à ce qu'on peut développer. On a mis en place aussi ce qu'on appellera le fait maison. Hein, on est à 70% à peu près en fait maison. Très bien. En produits bruts, bio essentiellement sur la partie végétale. Voilà, c'est des démarches que l'on peut mettre en place en faisant quelques économies, bien sûr, puisque je ne dirais pas que le ministère a beaucoup mis la main à la poche, mais avec une bonne volonté, avec un peu de conscience, un peu de bon sens dans les pratiques, on arrive à faire des économies et à pouvoir proposer des aliments de qualité à nos convives. Et quel est le retour des convives? Comment apprécient-ils justement cette façon de faire? Alors, on n'a pas encore l'idée... je vais mettre en place une évaluation de satisfaction, mais je parlerai plutôt moi d'une évaluation de besoin, parce que derrière aujourd'hui le convive, c'est vrai, on n'a pas cette idée de savoir, peut-être un peu comme à l'hôpital, savoir exactement ce que le convive aimerait bien, parce qu'on sait parfaitement que on veut tous du bio, hein, que ce soit dans le scolaire ou même chez nous, on veut du bio, mais c'est vrai que le convive ne va pas forcément l'acheter, donc il va vouloir le trouver chez nous. Le côté, puisqu'on le développe et on l'anime, le côté bleu blanc cœur est très attractif pour ses besoins. Le convive est très attentif à ce qu'on peut proposer. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais avoir quelques questions à vous poser à toutes et tous autour de la table. Quel est, selon vous, le principal levier à activer pour concilier qualité, santé, durabilité dans vos secteurs respectifs? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour cette question? Vas-y, David. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir acheter. Alors, je vais enfoncer le clou. C'est
simplifier l'achat public, s'il vous plaît. D'abord, simplifier l'achat public. Après, la deuxième question, c'est les volumes d'approvisionnement. Sur l'hôpital de Poitiers, sur le groupement hospitalier de territoire, moi, je produis 9300 repas par jour. Donc, ça veut dire à un moment donné aussi que le fournisseur qui est proche de moi va faire un très bon produit, parfois labellisé, mais comment je peux l'introduire, moi, dans mes process logistiques? Parce que ma difficulté, elle est de produire en volume, de faire en sorte que ce soit bon. J'écarte pas que l'alimentation doit être un plaisir avant tout. Et que, comme disait monsieur, ça passe par le plaisir et ça passe aussi... c'est une nourriture psychologique et une nourriture... je ne vais pas trouver mes mots, tant pis. Psychique, pardon. Oui. Et donc, les volumes, l'approvisionnement. Une fois qu'on a l'approvisionnement, on arrive aujourd'hui à produire en gardant en tête de bien recruter aussi et de recruter des compétences. Je dirais que notre troisième combat aujourd'hui, nous acteurs de la restauration collective, c'est de veiller à ce qu'on puisse créer des écoles, créer des formations, accompagner. Ce qui a été donné doit être rendu. Voilà, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement. Quelqu'un veut-il réagir également? Philippe, vas-y. Ouais, je vais réagir de suite. Alors, le levier aujourd'hui, c'est vraiment pour nous, au sein de Restau'co, c'est de la dynamique. Il faut que les gens s'en emparent de cette dynamique. Alors, la dynamique des établissements, la dynamique des territoires. Et dans les établissements, aujourd'hui, on met en place des projets d'établissement et un projet d'établissement bien mené. Notamment, je m'appuierai sur mon resto responsable puisque c'est une démarche de progrès que l'on met en place où chacun va s'inscrire volontairement dans une démarche et va être validé, cette démarche, par toute une partie prenante. Alors ça peut être les élus, les convives et notamment l'équipe de restauration. Et au sein des territoires, je vais rejoindre un petit peu David, c'est-à-dire le principe de se connaître, la mutualisation des actions, bien se connaître sur un territoire et mutualiser. Et j'avais à l'idée, évidemment, il en a parlé tout à l'heure, mais dans cette mutualisation, c'est travailler ensemble. David, sur son territoire, ils ont créé une attractivité des métiers, donc par... ça, il peut en parler, hein, je vais pas développer tout à fait, mais c'est une académie, hein, un campus des métiers, voilà, pour entre le Crous, l'hôpital et la ville de Poitiers. Donc voilà, c'est une mutualisation. Ça peut se faire sur les territoires, dans bien des domaines. Très bien. Élise, justement, on parle des territoires, des terroirs. Vous voulez certainement rebondir et après, on laissera la parole à Daniel pour revenir à Pierre. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on cible principalement des chefs donc, de restaurants étoilés ou non, mais qui ont vraiment cette envie et ce désir aussi de trouver à chaque fois de nouveaux producteurs qui sont engagés dans une démarche durable. Donc nous, l'idée, c'est justement par les rencontres dont je parlais tous les mois dans une nouvelle région où on va découvrir un savoir-faire, on va sensibiliser. Sur le Festival des Terroirs, on parlait justement de la sensibilisation aussi des scolaires. On a mis en place, on va mettre en place justement cette année, le vendredi, une journée dédiée aux scolaires avec les filières aussi, donc Interbev qui seront présents. Il y a la région également, Auvergne-Rhône-Alpes, qui va nous aider avec leur nouvelle marque, Ma Région C'est Terroir, pour y proposer aussi à leurs producteurs et aux différents intervenants de venir prendre la parole, mais aussi surtout sensibiliser les plus jeunes. Alors on rencontre aussi des difficultés à faire venir les établissements scolaires, à leur montrer que c'est important de ce sujet-là dès le plus jeune âge, de sensibiliser aussi les enfants à savoir ce qu'ils ont dans leur assiette, ce qui va dépendre aussi de leur bonne forme et de leur santé. Mais voilà, en tout cas, on passe aussi par tous ces sujets-là au sein de notre communauté. Merci. Daniel. Alors, vous nous avez invités, là où on se trouve, à faire des propositions. Moi, mon univers, c'est celui des politiques publiques. Et je pense qu'on a raté quelque chose d'essentiel et qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, faire ce qu'il y a à faire. On a perdu le fil, tous collectivement, de la valeur de l'alimentation. Le marché de l'alimentation, c'est quelque chose d'assez simple. Je vais essayer de l'expliquer assez simplement. C'est finalement un consentement à payer des consommateurs. Quand vous élevez le prix d'un aliment,
vous en perdez en cours de route en fonction des revenus de chacun. Et vous aboutissez finalement à ce qu'il y ait des alimentations à plusieurs vitesses et surtout qu'il y ait 20% de la population qui n'ait pas les moyens aujourd'hui de se nourrir comme il faut. Ce n'est pas satisfaisant. Et quand on regarde de près, finalement, ce consentement à payer sur quoi il se construit? Il se construit uniquement sur des valeurs totalement subjectives. Rien n'est objectif. C'est la réputation d'une marque, c'est l'idée qu'on se fait vaguement de la valeur d'un aliment pour soi, mais il n'y a rien qui soit scientifiquement totalement établi. Or, il y a un critère, deux critères même, qui nous réunissent au bon endroit, qui devraient être pris en considération et concourir au prix d'un aliment. Premier critère, la densité nutritionnelle. Je suis désolé, le fait de manger des calories vides n'a pas le même intérêt pour moi, comme pour vous d'ailleurs, que de manger des aliments qui vous apportent les nutriments dont vous avez besoin. Par ailleurs, tout ne se vaut pas. On est bien placé pour savoir ici que finalement, un ovin, un caprin, un bovin qui a mangé plutôt plus de lin, donc plus d'oméga 3, aura un profil d'acide gras qui sera favorable aux consommateurs. Donc, finalement, tous les beefsteaks ne se valent pas. Et qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a aujourd'hui une différence de prix objectivée qui susciterait un consentement à payer du consommateur pour payer plus cher des produits sur lesquels il y a une promesse plus élevée? La réponse est non. C'est juste l'effet de réputation du logo BBC qui va marcher ou pas. Il faut un grand soir. Il faut vraiment reposer la question à la population et l'inciter à réfléchir collectivement à ce qu'est les valeurs de l'alimentation. Deux critères doivent jouer, la densité nutritionnelle et la densité environnementale. On peut l'objectiver scientifiquement, mais il faut que les gens sachent ce qu'ils achètent. Et je vais vous dire, ça a toutes les chances de marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un labo de la recherche publique que je connais bien qui s'appelle le labo Gaël. C'est de l'économie expérimentale. Vous donnez des sous à quelqu'un et vous lui dites, est-ce que tu as un consentement à payer? Et on lui révèle progressivement des caractéristiques qu'il ignorait. Quand on lui dit qu'il y a un avantage santé, qu'il va peut-être gagner 3 ou 4 jours d'espérance de vie, ou 3 ans, il est prêt à dépenser de l'argent. Il est prêt à se dire, je vais faire maigrir mon abonnement de téléphone pour manger mieux. Ça, c'est jouable. Et ça, personne ne le fait. Et ça, je pense que c'est le grand soir de la semaine prochaine. Et pour les professionnels de santé que vous êtes, vous avez certainement quelque chose à dire par rapport à ce que vient de dire Daniel, certainement. Mirana? Effectivement, la densité nutritionnelle et le côté environnemental sont des critères qu'on ne peut pas, auxquels on ne peut pas échapper. Je suis d'accord en tant que diététicienne. David, vous vouliez rajouter quelque chose avant de passer à Pierre? Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. Et moi, je réagis sur une chose qui se voit, qui est notre cœur de métier. C'est que quand vous cuisez un aliment bleu blanc cœur, quand vous prenez par exemple du porc, moi j'achète essentiellement du porc bleu blanc cœur, et quand je cuisine à 450 kg de porc. Eh bien, quand vous faites votre test, et on a mis en place la cuisson de nuit, même nous cuisiniers, on est curieux. Moi à la base, je suis cuisinier de métier, et j'ai travaillé au Georges V à Paris, rien à voir avec la restauration collective, et j'ai aussi été prof de cuisine en lycée hôtelier. Et quand vous mettez à cuire un aliment, et vous calculez, ça s'appelle le taux de perte. Philippe, tu me coupes si je dis une bêtise, mais 36%, vous avez une perte naturelle à la cuisson sur du porc conventionnel, et vous réduisez cette perte à 17% sur un porc BBC. Pourquoi? C'est la même chose que lorsque les consommateurs se disent « Moi, j'arrête d'acheter du veau en grande surface, j'arrête d'acheter du porc en grande surface parce que quand je le mets dans ma poêle, ça bout. » Alors en grande surface, quand c'est pas en bleu blanc cœur. Bien évidemment. Voilà, conventionnel, pas bleu blanc cœur, parce qu'on a beaucoup de grandes surfaces qui vendent du bleu blanc cœur, justement. Oui, mais vous pouvez, vous consommateurs, le voir, c'est voir ce phénomène d'ébullition sur la viande. Bien sûr. Voilà. Et Merci. tout ça, c'est l'alimentation. Tout ça, c'est le bien-être animal. Merci. Et oui, effectivement, et ça s'explique effectivement grâce à ça. Pierre, vous vouliez rebondir? Puisque nous allons être contraints de terminer cette table ronde, mais Oui. pour tout ce qui a été dit, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Non, mais pareil, encore une fois, c'est brillant, quoi. Je suis d'accord avec vous. Le discours est très clair et il est pertinent. C'est un peu ce que j'allais dire. Des solutions ou des leviers, il y en a deux.
Soit on croit en une dictature écologique éclairée et puis on se dit c'est comme ça que ça va se passer. Et on se dit est-ce que ça a une chance de marcher? La réponse est non. Et on pourrait se dire néanmoins quand même sur la sphère publique, on pourrait quand même montrer l'exemple. Et le grand soir dont vous avez parlé, je pense que, enfin moi j'y crois et je l'attends au moins sur la sphère publique. Je pense que par rapport à ce qu'on a dit de la sphère publique, de la capacité à subventionner un repas, de montrer l'exemple, d'avoir une capacité à s'appliquer sa propre réglementation, on pourrait avoir on pourrait décider demain que tous les enfants de la maternelle jusqu'au lycée doivent manger bio. Ce qui n'est pas incompatible avec Bleu Blanqueur. Hein. Bleu Blanqueur et bio sont des logos Bien sûr, compatibles. tout à fait. Aucune impertinence de ma part. Mais ça, on pourrait le décider. Donc autant je ne crois pas à l'autoritarisme écologique général, mais je pense qu'effectivement, un grand soir de la sphère publique, c'est quelque chose qu'on pourrait demander. Le deuxième levier dont je voulais parler, c'est la connaissance et la compréhension de ces sujets-là. Enfin, en fait, là, on est en train de parler d'alimentation. Vous voyez déjà qu'entre le médico-social, le scolaire, les circuits courts, la nutrition et l'environnement plus large chez moi, enfin, déjà, je ne sais pas, mais il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce dont on parle. Tout à fait. Et en plus, on va leur demander de comprendre l'impact environnemental de leurs jeans, le plastique, le climat. Enfin, c'est un investissement qui est objectivement irréaliste de comprendre tout ça. Et nous, on comprend ces sujets-là parce que c'est en lien avec nos métiers. Et bon, moi, j'ai travaillé dans la grande distribution avant. Donc, j'ai travaillé dans les filières qualité Carrefour. Et donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre les cahiers des charges, la traçabilité, les OGM, les pesticides, les antibiotiques. Mais c'est un investissement. C'est pas un investissement de 5 minutes, en fait. Donc, comment on va demander aux gens de comprendre ça? Ben, en fait, moi, je n'ai pas la solution, mais je crois que si on n'explique pas aux gens, ça ne va pas marcher. Et c'est tout un travail que l'on a à faire ici, notamment pour vulgariser les termes et pour faire en sorte que les consommateurs comprennent encore mieux les ficelles. Mais on y passe 1 heure. Tout à fait. Et tout à encore, fait. les gens, ils passent 5 minutes parce qu'en fait, ils passent. Bien sûr. Et donc, j'aime bien faire cet exercice. Mais en réalité, il faut les programmes scolaires. Peut-être qu'il faut passer à la semaine de 4 jours et que le 5e jour travailler, que chacun aille travailler sur ces sujets-là. On passe à la semaine de 4 jours, on garde nos salaires, mais le 5e jour, on va dans la restauration collective, on va servir des repas dans les hôpitaux, on va dans des fermes. Et voilà, mais en fait, on parle de nouveau pacte social, on ne parle pas d'un petit investissement à 2 balles de 5 minutes. Enfin, je suis désolé, mais en fait, le levier, il est gigantesque. Le levier, c'est changer, mais des choses invraisemblable. Mais les choses peuvent changer, vous le voyez, en 25 ans d'existence de Bleu Blanqueur. Les prémices de Bleu Blanqueur, c'était des analyses qui étaient peu prises au sérieux. Et aujourd'hui, eh bien, elles se retrouvent dans un livre, Une seule santé, de Pierre Veille. Et elles sont mises en valeur et en avant, justement. Et c'est grâce à ces analyses qu'on arrive aujourd'hui à définir ce qu'est Bleu Blanqueur et que c'est bien pour la santé de l'homme, de l'animal et surtout des sols également. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose éventuellement avant de conclure, Daniel ? Je ne sais pas si ça peut tenir lieu de conclusion, mais vous venez de citer Une seule santé. Et en fait, Bleu Blanqueur, j'ai regardé de près, moi j'ai dirigé l'INAO, donc les signes officiels de qualité. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est le seul qui assure la jonction entre des pratiques agricoles et la nutrition à l'autre bout. Et si j'avais un vœu à formuler à l'attention, finalement, de la maison à laquelle je reste attaché, c'est-à-dire de la sphère publique, c'est-à-dire du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, je crois que l'autorité publique ferait œuvre utile si elle reconnaissait Bleu Blanqueur au même niveau que les autres signes de qualité au titre de la loi Egalim en restauration collective. Bleu Blanqueur me paraît présenter des avantages très intégrés, One Health, à tous les niveaux, qui mériteraient vraiment une reconnaissance de l'État au point d'intégrer les signes de qualité, les signes officiels de qualité qui sont promus par la loi Egalim, ainsi d'ailleurs que spécifiquement le label bio. Je crois que BBC a toute sa place dans un soutien de cette nature. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Sinon, on clôture notre table ronde. Philippe, pour terminer. Alors, pour terminer, mais juste pour rebondir, et c'est très intéressant parce que j'ai participé à la première réunion sur la mise en place du décret. Et c'est vrai que Bleu Blanqueur était largement rejeté et on était un petit peu avec j'avais la FNH qui était avec moi. Et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, c'est très intéressant ce que vous dites de cette reconnaissance.
Même si aujourd'hui Bleu Blanc Cœur est quand même reconnu dans sa pratique, dans le code des marchés publics, on peut l'appliquer, mais avec une difficulté de calcul sur le cycle de vie qui aujourd'hui est impossible à mettre en place. Sauf que moi j'achète du Bleu Blanc Cœur et quand j'achète de la viande Bleu Blanc Cœur par exemple, je reçois un compteur qui me donne mon état de décarbonation de l'assiette et c'est vraiment ce que je peux mettre en avant. Mais l'acheteur public, il faut vraiment qu'il s'investisse puisque c'est lui qui va prouver son acte. Et derrière, s'il est contrôlé, évidemment, il faut que ce soit vraiment bien fait. Et juste pour finir, mais pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour l'ensemble, alors je parle de la profession, je ne vais pas parler forcément des consommateurs que nous avons en face, je parle de la profession, c'est notre démarche de qualité, notre démarche de progrès qu'on a mis en place avec la FNH. Donc on est co-porteur d'une démarche aujourd'hui qu'on essaye d'essaimer et que l'ADEME a validé, c'est mon resto responsable. C'est vraiment une démarche extraordinaire où chacun va s'investir, chacun va être reconnu pour ce qu'il fait par toute la communauté. Parce que le thème sur la garantie, parce que ce n'est pas un label, c'est une garantie, la garantie c'est le public qui va voter sur les engagements de progrès que l'on va mettre en place. Et on est validé 2 ans après avoir mis en place des objectifs et c'est le public, l'ensemble des convives, des élus, du territoire qui va valider notre engagement. Et cet engagement, il est perpétuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va remettre de bonnes pratiques en place. Évidemment, toujours au niveau de l'acceptabilité, de la faisabilité. Parce qu'on ne peut pas imaginer se dire demain, tiens, je vais mettre 100% de bio dans mes assiettes. La difficulté va se rencontrer à un moment donné. Mais c'est vraiment un engagement volontaire. Et c'est ce que tout le monde, alors dans notre profession, parce que c'est évidemment un outil de professionnel, mais qui engage l'ensemble du public. Voilà, ça c'est le dernier mot. Merci beaucoup. Merci des actions collectives qui sont menées, qui vont être menées. Comment concilier qualité, plaisir, santé et durabilité, les amis. Et bien voilà, vous pouvez revisionner bien sûr cette table ronde et vous pourrez avoir accès au replay. À tout à l'heure pour d'autres tables rondes. Merci. Chers amis, merci. Merci juste de vous mettre ici pour la...